Débat en technocratie. Alors, Virginie, aujourd'hui, tu nous emmènes explorer le volet réglementaire de l'IA. Les États membres de l'Europe ont approuvé à l'unanimité le 2 février 2024 la loi sur l'IA, le fameux AI Act. Alors, que doit-on en retenir des quelques 250 pages de texte ? 8 points. Le premier, c'est que c'est le premier texte réglementaire en matière d'IA. Deuxième point, il s'applique à tout le cycle IA pour tous les secteurs, à l'exclusion du militaire et de la défense, qui est assez classique. Troisièmement, il s'applique également aux entreprises ou aux individus étrangers qui placent sur le marché ou utilisent pour la première fois le système IA en Europe, c'est ce qu'on appelle l'effet extraterritorial. Quatrième point à retenir, il y a une classification des risques à 3 niveaux, faible, modéré, inacceptable, et des obligations afférentes différentes, qui vont de l'obligation de transparence, la traçabilité, système d'évaluation et de gestion des risques, gouvernance des données, etc. En sus de cette obligation générale de transparence, tu auras des règles spécifiques pour les modèles d'IA à usage général qui présentent des risques systémiques. Sixième point, tu as une évaluation droits et libertés fondamentales pour les systèmes à haut risque et les applications liées au secteur public et obligatoire. Septième point, tu auras des amendes forfaitaires qui pourront allant de 1 à 7% du chiffre d'affaires. Et dernier point, huitième point, les différentes autorités seront au niveau national et européen et superviseront la mise en œuvre de ce texte. Eh bien, avec ces 8 points et 250 pages, donc, l'Europe confirme sa stature mondiale en matière de réglementation de la technologie. Peut-on aller jusqu'à parler d'exception européenne ? Si tu mets en perspective ce texte avec les déclarations politiques d'Hiroshima, du G20, de certains pays du Sud, de la Chine et des États-Unis, qui sont quand même très prévalents sur le domaine, nous sommes en phase, je dirais, avec les déclarations d'intention pour une IA de confiance, centrée sur l'humain, respectant les droits de l'homme et les libertés fondamentales et devant être encadrée pour en limiter les impacts néfastes sur les utilisateurs, les populations et les plus vulnérables. Il confirme aussi la volonté de l'Europe d'avoir une IA de confiance axée sur le facteur humain. Ça s'inscrit également dans le momentum lancé par le texte de l'UNESCO, par l'ITU, l'OCDE, le Conseil de l'Europe. Donc, on est vraiment dans la mouvance actuelle, en tout cas au niveau des déclarations politiques. Maintenant, en pratique, en effet, l'Union européenne est le premier bloc régional à mettre en place un régime complet et particulier couvrant l'entièreté des applications IA, les services numériques, le marché du numérique. Et donc, dans un contexte international instable, avec une course effrénée à l'IA qui est vue comme un facteur de croissance, de productivité et d'avantage stratégique, on pourrait dire que c'est un choix politique unique, assumé, de trouver un équilibre entre la loi du marché, l'innovation et les valeurs humaines, et donc oui, peut-être une exception européenne. Cool. Bon, et alors en pratique, pour moi, utilisateur et citoyen, quel est l'impact de ce fameux AI Act ? Je pense que pour nous, utilisateurs et citoyens, l'exemple le plus parlant, ce sont les interdictions qui sont faites au titre d'un risque jugé inacceptable pour nous, citoyens et la société telle que nous la voyons, telle que nous la concevons et telle que peut-être nous voulons la développer ou la nourrir par l'IA. À savoir, et là je donnerai peut-être plusieurs exemples qui vont montrer quand même à quel point ça peut être impactant. Interdiction des techniques subliminales pour manipuler et influencer les comportements humains. Interdiction du profilage biométrique pour catégoriser les personnes en fonction de critères ethniques, de pensée ou de croyances. Interdiction du profilage criminel pour la prédiction des crimes, c'est-à-dire prédire en fonction de critères ethniques, religieux, de croyances, qui va commettre un crime ou qui est plus susceptible de commettre un crime, ce qui en fait s'opposait vraiment à notre notion d'état de droit. Interdiction qui a été dès le début du scoring social. Le scoring social, c'est, comme on le sait, permettre l'évaluation et les classifications des personnes en fonction de leur comportement, jugés conformes ou non à une norme sociale, pouvant anticiper des traitements différenciés et moins favorables, notamment le retrait des aides sociales ou le retrait d'un droit. Et en matière de police, interdiction de l'utilisation en temps réel des techniques biométriques, typiquement la reconnaissance faciale, de façon généralisée, sauf exception. Encore une fois, là, c'est peut-être le modèle européen, l'exception européenne, mais c'est pas le cas dans tous les pays, puisque tu as une généralisation de la reconnaissance faciale dans l'espace public, notamment en Europe centrale, en Asie ou dans le Sud-Caucase. Et enfin, interdiction de la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail ou au niveau éducatif, sauf pour exception de sécurité et de santé. Concrètement, tu peux pas avoir un logiciel dans ton ordinateur si tu travailles en télétravail pour voir si tu travailles ou si tu travailles pas. Si tu es à l'école, on peut pas juger de savoir est-ce que tu es attentif, est-ce que tu es en colère, et donc induire une forme de régulation sociale du comportement, des émotions. Et donc oui, c'est un peu important et c'est intéressant pour nous puisqu'on défend aussi une vision de l'Europe, une vision de nos sociétés. Et encore une fois, la question c'est pour qui, pourquoi et comment nous le faisons. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Walter